Bienvenue dans Smart Future et bon week-end sur Bismart. Merci d'être avec nous. L'émission qui explore aujourd'hui nos habitudes de demain, de l'innovation et de la mobilité. Au programme aujourd'hui, dans un instant, on va parler optique avec des innovations. Vous allez le voir dans le domaine de la vision. C'est plus de la science-fiction. Vos lunettes vont bientôt pouvoir faire beaucoup de choses pour vous. On va aller jeter un œil sur ce marché dans un instant. Dans Smart Connect, quelques bons tuyaux pour être performant sur Amazon avec le fondateur de l'agence Bison qui booste vos ventes justement sur cette marketplace. C'est un peu le tuto du week-end. Dans Smart Money, on va parler ISR, investissement socialement responsable. Quelques bonnes pratiques avec David Derry qui viendra nous expliquer tout ça dans quelques minutes. Et puis dans Smart City, on parlera d'autopartage. Ce sera notre dossier du week-end. Un service qui séduit de plus en plus les entreprises et les particuliers. Ces services, justement, peuvent-ils véritablement devenir une tendance de fond en matière de mobilité? Quels sont les plafonds de verre, justement, pour permettre à ce marché de progresser? Réponse donc en deuxième partie de l'émission. Et puis dans la même thématique, on fera un petit tour en vélo avec Vélo. On parlera non pas d'autopartage, mais de vélo-partage. C'est tendance. Smart Future, c'est parti. Chaussez vos lunettes. On va donc parler optique avec les innovations dans le domaine de la vision, parce que ce soit chez les fabricants d'équipements d'optique ou bien dans le domaine de l'ophtalmologie, les avancées scientifiques, médicales, techniques ne manquent pas. Alors promis, vous y verrez plus clair et ce sera le seul jeu de mots ce week-end. Pour en parler avec nous, Philippe Perrard, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes donc CEO, fondateur de LC, des lunettes intelligentes qui veillent sur vous et sur vos proches. Et puis nous sommes également avec Sébastien Brusset, CEO de Jam Vision. Bonjour. Merci d'être là, des lunettes personnalisables, innovantes et durables. Première question peut-être d'ailleurs d'abord pour commencer, mais aujourd'hui quand on parle d'innovation dans le domaine de l'optique, j'allais dire, on répond d'abord à quels enjeux de santé finalement? Alors, Philippe Perrard. Je vais me permettre de répondre effectivement pour ce qui nous concerne. Donc la monture que je porte est une lunette connectée. Oui. Elle intègre un peu plus de 200 composants, dont une quinzaine de capteurs qui vont nous permettre de récupérer des données physiques, physiologiques et environnementales. On va donc pouvoir monitorer un certain nombre d'informations pour justement prévenir le porteur d'un certain nombre de risques qu'il encourt, comme par exemple l'endormissement au volant, la chute pour une personne âgée, et dans les générations à venir de nos produits, on va pouvoir monitorer que ce soit la température, le rythme cardiaque, et donc vous comprenez que là, le champ des possibles devient extrêmement conséquent. Parce qu'en fait, il se passe énormément de choses à travers l'œil, en fait. C'est ça, finalement. On peut faire beaucoup de choses. En fait, vous avez déjà l'immense majorité des informations que vous captez aujourd'hui sont d'origine visuelle. Donc évidemment, l'œil, c'est indispensable. Donc vous avez déjà, par la technologie, l'optimisation de la fonction première de la lunette qui est la vue. Et puis après, évidemment, dans votre champ visuel, on peut amener un certain nombre d'informations qui peuvent vous permettre de mieux vous orienter, par exemple, de mieux pouvoir voir où est-ce que vous en êtes au niveau de votre biométrie, par exemple. Et c'est quoi d'ailleurs le niveau, j'allais dire, de santé visuelle des Français, justement? On est comment on se porte? Bon, j'ai qu'à répondre, mais Sébastien, parce que vous avez la parole. Mais comment on se porte finalement? Alors vous avez tous les deux des lunettes, moi j'en ai pas. Mais on est représentatif du coup de la population française. Plus de 70% des Français portent des lunettes avec des verres correcteurs. Et ça ne va que en s'empirant si on prend les choses d'un côté un peu négatif, mais positif pour les fabricants de lunettes et de verres, puisque nos smartphones, nos PC font qu'on assiste actuellement à une épidémie de myopie galopante qui fait qu'aujourd'hui, bien évidemment, c'est plus 75% de la population, mais plutôt 80% qui, demain, va porter des lunettes au quotidien. Sans compter le fait que on a tous besoin de lunettes à un certain moment avec la presbytie qui vient, et comme on a une population qui est plutôt vieillissante, de même, vous avez de plus en plus de gens qui portent des lunettes de fait pour lire. Et justement, au-delà des écrans, c'est quoi les dangers qui guettent justement notre vision? Est-ce que ce sont les seuls dangers finalement? Alors, on a la problématique quand même de la fameuse lumière bleue qui va conduire à ce qu'on appelle la DMLA, dégénérescence maculaire liée à l'âge, et donc à une quasi-cécité. Donc aujourd'hui, on a un certain nombre de fabricants, notamment de verres, qui vont protéger justement grâce à des filtres spéciaux contre l'incidence de ces UV. Et puis, des lunettes comme les nôtres vont pouvoir aussi vous dire « Attention, ça fait déjà X temps que vous êtes exposé à des UV nocifs, que ce soit pour votre peau ou pour vos yeux. Et donc, il faut faire une pause, mettre de la crème, etc. » Sébastien Brusset.
De même, je dirais que là, on a couvert. Aujourd'hui, il y a un gros axe en fait de travail autour de la lumière bleue justement. Il ne faut pas toute la couper non plus, donc c'est assez compliqué puisqu'elle est extrêmement importante pour le rythme circadien, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Donc pour la qualité du sommeil, etc. Mais par contre, c'est vrai qu'on en prend beaucoup trop, notamment lié aux écrans. Et donc vous avez des filtres plus ou moins actifs. Et aujourd'hui, c'est finalement le seul. Le seul problème, le seul danger aujourd'hui, l'écran justement, ou est-ce que cette question de la lumière bleue, on la retrouve un peu partout finalement? On la retrouve partout. Hein. Dans le quotidien, vous avez des lumières bleues, alors avec un certain nombre, si vous voulez, ça dépend de leur longueur d'onde. Hein. On parlait de la lumière bleue. Nous, par exemple, on va l'utiliser à, je crois, 568 nanomètres pour justement, chez des conducteurs, reculer un peu la période d'endormissement. Donc, si vous voulez, dès qu'on va se rendre compte que la personne commence à piquer un peu du nez, on va pouvoir, grâce à nos LED, faire en sorte que la personne soit traitée avec un petit halo de lumière bleue qui va pouvoir, du coup, repousser le sommeil. Alors, on va parler un petit peu, justement, de vos technologies respectives. On va commencer avec vous, Sébastien Brusset, Jamvision. Vous avez développé alors, des lunettes qui sont... personnalisable en fait aussi. C'est ça, racontez-nous justement comment ça fonctionne. Pour vous expliquer un petit peu la genèse déjà de ce projet, à la base, nous on est un studio de design spécialisé en optique lunetterie, donc depuis un certain nombre d'années. Et on a à ce titre organisé le premier hackathon du monde de l'optique, et c'était un hackathon international il y a 2 ans. Et en fait, il est sorti 3 éléments qui étaient très importants lors de ce hackathon. Vous aviez l'éco-responsabilité, la solidarité et la technologie. Et donc en fait, on a la possibilité de combiner évidemment ces 3 piliers ensemble de la manière dont on le souhaite. Et nous, l'axe qu'on a choisi, c'est pas nécessairement d'intégrer de la technologie, c'est plutôt servir de la technologie pour limiter l'empreinte qu'on va avoir écologique, et puis également s'adapter au mieux, on va dire, à la personne, parce qu'en fait, on a tous des visages extrêmement différents. Les lunettes sont de plus en plus standardisées, liées au processus d'industrialisation, et donc nous, on est parti sur un principe en se disant, voilà, on veut limiter notre impact, donc on va partir sur des technologies qui nous permettent ce qu'on appelle la fabrication additive, plus que de la fabrication soustractive, donc l'impression 3D. L'avantage, c'est qu'on fabrique à l'unité et donc on peut aller au plus près des besoins de la personne. Ça peut être vraiment du parfait sur mesure. Bien sûr. Et donc, ça a donné effectivement la capacité de produire des choses très personnalisées. Et c'est quoi l'apport de la technologie justement là-dedans? L'apport de la technologie, c'est justement tous les processus de fabrication additifs, notamment, qui aujourd'hui, en fait, on prend le contre-pied d'une hyper-industrialisation où on était obligé de produire en volume extrêmement important. Là, aujourd'hui, grâce à ça, on a la possibilité d'envoyer un fichier et d'imprimer un fichier. Et donc, de fait, on peut vraiment faire des lunettes uniques. Et l'ère de la personnalisation, finalement, c'est... Pourquoi ça touche aussi l'optique? Pourquoi il y a une demande aujourd'hui des consommateurs dans ce sens-là? En fait, ce qui est intéressant, c'est que l'optique devrait être l'un des secteurs les plus intéressés par ça, parce que comme je vous le disais, on a des visages qui sont tous différents, des morphologies asymétriques, exactement. Et en fait, la position d'une paire de lunettes, notamment quand on porte des verres correcteurs, influe énormément sur la qualité visuelle. Et donc la technologie, justement, permet de pouvoir optimiser finalement la vision, parce que vous avez une paire de lunettes qui est parfaitement positionnée. Et vous travaillez avec des opticiens, ou moi, j'ai besoin de lunettes, je viens vous voir directement? Alors, aujourd'hui, on commence à travailler avec des opticiens. Et demain, on va ouvrir un showroom en fait pour pouvoir également accueillir des gens. Et c'est de la même manière, si vous voulez, c'est de la technologie qu'on utilise, c'est-à-dire qu'on a un magasin sans stock, puisqu'on produit à la demande. Évidemment. Et donc avec des systèmes d'essayage virtuels, de mise à la mesure automatique, etc. Voilà l'apport de la technologie. Et Philippe Perret, vous êtes d'accord avec ça? La personnalisation, l'ère de la personnalisation dans l'optique, c'est vraiment un vrai relais de croissance, un gros relais de développement? Tout à fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand même déjà, on a à peu près 5 milliards de bipèdes sur cette terre qui portent des lunettes avec des verres correcteurs. Et comme le soulignait Sébastien, finalement, il y a presque plus de, je crois, 2 milliards de combinaisons optiques possibles entre votre œil droit et votre œil gauche. C'est dire que la personnalisation, c'est dans l'ADN des opticiens. Mais jusque-là, on l'a très peu fait finalement. Alors, il y a quand même un certain nombre de fabricants de verres qui ont fait des verres qui étaient de plus en plus sophistiqués, adaptés aussi à la façon dont vous vous comportez. Est-ce que vous êtes ce qu'on appelle un head mover ou un eye mover? Et de ce fait, on adapte les verres, notamment progressifs, à ces différentes façons de se comporter. Bon, Jamvision aujourd'hui, c'est quoi? C'est combien de salariés, combien de chiffre d'affaires depuis la création justement, notamment de ces services-là particulièrement? J'imagine que c'était un tournant pour vous. Alors, c'est un tournant. En fait, on a
lancé cette activité, on a commencé à travailler sur la marque plutôt lors du précédent confinement, donc pendant le premier. Donc ça fait un peu plus d'un an maintenant. Bien donc sûr. En fait, on est finalement en phase là maintenant de démarrage. Donc le chiffre d'affaires de Jamvision aujourd'hui, il est balbutiant. Par contre, la société Joe Studio en fait qui héberge Jamvision, aujourd'hui on est une TPE, on est 6 salariés, on fait à peu près 500 000 € de chiffre d'affaires. Voilà, et par contre, on ambitionne avec Jamvision de vraiment grossir. Ouais. Et donc c'est évidemment à surveiller. Alors effectivement, c'est intéressant parce que c'est le mariage aujourd'hui du digital, du numérique au service de la création, mais on peut aussi mettre de la technologie, du digital dans la lunette justement, et c'est ce que vous faites chez LCLC. Expliquez-nous finalement très concrètement pourquoi je peux faire appel à vos services. Alors, je prends un cas d'usage très simple. Puisqu'il y a plus de 40 millions de véhicules en France. Tout le monde conduit ou est amené à être conduit. Je vais prendre le cas d'usage de l'endormissement volant. L'endormissement volant, le professeur Brémond, qui est la chef de service ophtalmologie de l'hôpital Necker à Paris, a en 2016 fait un papier au Congrès mondial Larvaux d'ophtalmologie disant qu'il y avait un lien entre l'évolution de vos battements de paupières, la durée de vos battements de paupières et votre endormissement. C'est donc ce que nous nous sommes efforcés de pouvoir comptabiliser dans nos montures. Et à l'intérieur des montures, on a des petits capteurs qui vont venir surveiller ce qui se passe dans vos yeux. Et ça va être très simple, vous allez le voir sur l'écran de mon smartphone. Je vais cligner une fois des yeux, 2 fois, 3 fois, je vais bâiller, et je vais faire une micro-chute de tête. Tout ce que vous venez de voir d'apparaître ici sont ce qu'on appelle des patterns. Et ces patterns vont nous permettre de faire monter ou pas la jauge de l'application. Et lorsque on va avoir besoin de pouvoir signaler au porteur qu'il est en danger, on va avoir, et dans la lunette, et sur l'application, des niveaux d'alerte qui vont... Soyez vigilants. Dernier niveau, enfin avant-dernier niveau d'alerte. Alerte endormissement, veuillez vous arrêter dès que possible. Et enfin, comme vous allez le voir, une petite sirène qui va sonner et en même temps que ce niveau 5 est atteint, on va avoir des messages qui vont pouvoir être envoyés aux passagers de la voiture, à votre femme ou à votre belle-mère en fonction de qui vous avez choisi. Qui on veut bien, c'est ça. Ou notre service de téléassistance qui 24/24 va pouvoir vous appeler, vous dire attention, on s'est rendu compte que vous étiez en train de piquer du nez, on vous a géolocalisé à tel endroit, à 250 mètres vous avez une aire de repos, on va converser avec vous jusqu'à ce que vous atteigniez cette aire de repos et vous allez pouvoir faire votre petite sieste et repartir tranquillement. Donc on est en plein dans la lunette connectée, évidemment. Ça s'adresse à qui, justement, en priorité? À n'importe qui? Ou est-ce qu'il y a des publics aujourd'hui que vous visez particulièrement, qui sont plus sujets ou qui ont plus besoin de vos solutions? Alors, on se rend compte que, bien évidemment, qui n'a jamais été atteint par ce problème de je sens que je pique du nez. On a bien sûr un focus spécifique sur les chauffeurs, je dirais, professionnels, que ce soit les commerciaux, que ce soit les transporteurs. Et puis, dans notre même lunette, compte tenu de tous les capteurs que nous avons, on a diverses autres fonctionnalités, comme par exemple la détection de chute, ce qui peut être aussi intéressant pour des gens... Pour les seniors, par exemple. Pour les seniors, bien évidemment, mais pour des gens qui font de la logistique aussi, ou sur les chantiers, actuellement, on conduit un certain nombre de pilotes avec des gens comme l'Oxam, comme Total. Et justement, ça coûte combien parce que quand on achète la monture, entre guillemets, on achète aussi le service, donc l'application, etc. Ça coûte forcément plus cher qu'une monture traditionnelle, entre guillemets. Eh bien non. Aujourd'hui, notre souci, ça a été effectivement de changer de modèle, d'avoir un modèle un peu disruptif, qui fait que notre produit est commercialisé à moins de 400 €, je dirais, au prix public. Et pour l'abonnement, pour ce qui concerne par exemple l'application conduite, on est à 29 € par an pour avoir l'assistance 24/24. Ah oui. Et pour ce qui concerne la chute des seniors, là c'est un marché un petit peu plus sophistiqué et on est à 21 €, je dirais, d'abonnement mensuel avec le leader qui est Tunstall Vitaris et qui en moins d'1 minute va pouvoir réagir et prendre les mesures pour secourir la personne. Et alors justement, on le voit, mais ça vous le voyez tous et notamment tous les deux, Sébastien Musset, on voit bien que la tendance aussi de fond,
c'est quand même la lunette qui accompagne, qui porte assistance, qui porte secours. Ça, vous le sentez aussi un petit peu quand vous regardez le marché? Alors oui, en fait, ce qu'on sent surtout, à mon avis, c'est on va dire l'optimisation de fonctions très spécifiques en fait liées à la lunette. C'est-à-dire que ce sur quoi travaille Philips aujourd'hui est d'ailleurs très très abouti. Vous avez un certain nombre de produits qui commencent à arriver sur le marché grâce à des sensors qui sont intégrés, qui détectent vos chutes. Puis après, vous avez de l'optimisation aussi de la fonction première de la lunette. C'est quelque chose d'assez fort aujourd'hui. On commence à voir plus différents acteurs qui arrivent, comme par exemple, alors quand je dis optimisation de la fonction, par exemple une paire de lunettes de soleil, eh ben, si on la rend plus intelligente, elle s'adapte automatiquement tout de suite à la luminosité, par exemple. Donc c'est des intégrations de technologies électrochromiques. Vous avez aussi des technologies qui visent à faire la focale en fait automatiquement. Donc fini les verres progressifs demain, mais vous avez le verre qui s'adapte automatiquement. La mise au point comme sur un appareil photo, une caméra. Exactement. Et donc ça, c'est ce qu'on a. Enfin, à mon sens, c'est vraiment des lunettes intelligentes. Donc ça reste des lunettes. C'est la même fonctionnalité qu'une paire de lunettes. C'est ça. Mais ça le fait mieux, plus vite. Et puis après, vous avez aussi un gros travail sur les lunettes aujourd'hui. Donc là, qui emmène beaucoup de fonctionnalités. Et là, pour le coup, il y a un très gros acteur qui va arriver prochainement, qui devrait pousser ce marché en fait de manière assez forte. C'est Ray-Ban Facebook. Et donc derrière, Essilor Luxottica et Facebook. Donc vous avez le numéro 1 du verre mondial, le numéro 1 mondial de la monture, la marque de lunettes la plus populaire, et Facebook derrière qui contrôle toutes les datas. Inutile de vous dire que demain va être assez intéressant en termes de lunettes connectées. Et effectivement. Mais l'important, c'est aussi, pourquoi pas, d'être agile. Et je pense qu'effectivement, à ce titre-là, la lunette LCLC sera à l'optique demain ce que l'iPhone a été à la téléphonie. C'est ça. C'est-à-dire qu'on répond de la lunette augmentée, un besoin premier qui est de loger des verres correcteurs, mais surtout, on peut faire tellement plus de choses. Exactement. Demain. Aujourd'hui, justement, vous avez combien de clients depuis le lancement? Alors, le lancement du produit, il a été fait en juin 2019. Voilà, on a déjà sauvé plusieurs centaines de vies grâce à notre application. Et vous avez combien de clients, d'utilisateurs, entre guillemets, depuis 2 ans? Milliers de lunettes qui sont déjà sur le marché grâce à notre distributeur Optique 2000. Et du coup, ça nous permet d'avoir des remontées d'informations qui nous poussent justement à avancer, à rendre de plus en plus de services. Et justement, à la lumière de ce que disait Sébastien Brusset, mais comment est-ce que vous voyez justement l'évolution de votre marché? Parce que, il y aura de la concurrence de très gros, comme on vient de le dire. Et puis 2, il faut aussi créer l'habitude, il faut aussi créer peut-être... On a des gens qui sont en avance de phase. Je citerai par exemple la Direction Générale de l'Armement, avec qui nous contractualisons et qui nous permet par exemple d'aider les pilotes de Rafale à mieux pouvoir accomplir leur mission. Et ce qui est très intéressant, comme en Israël, c'est que finalement, ces technologies qu'on a développées grâce à l'armement nous permettent ensuite de décliner des solutions dans le civil. Bon, même question pour terminer, Sébastien Brusset, comment vous voyez l'évolution de votre business à vous, de votre marché? Peut-être un peu moins concurrencé par Facebook, mais quand même, il y a quand même des concurrents sur ce marché. De toute façon, d'abord, il y a déjà énormément de concurrents aujourd'hui au niveau des lunettes. Quand on a créé Jamvision, on s'est dit qu'à minima, si ça ne marchait pas, on ne voulait pas jeter des milliers de lunettes. Donc voilà, si on en vendait 2, on en produisait 2. Déjà, notre impact sera limité par rapport à ça, suivant la concurrence. Mais la concurrence des lunettes connectées, c'est sain, mais ça va obliger à se renouveler. Regardez les montres, par exemple. Quand Apple est arrivé, un certain nombre d'acteurs ont souri, à minima. Aujourd'hui, Apple, c'est le plus gros acteur, c'est plus gros que l'industrie suisse. Évidemment. Donc c'est énorme. Je pense que la lunette connectée va amener aussi ça, mais il y a des moments où on va avoir besoin de se déconnecter aussi, où on va avoir besoin de fonctionnalités extrêmement précises. Garmin n'est pas sorti mort après l'arrivée d'Apple, au contraire. Tout à fait. Voilà, c'est un autre marché. Bon, ça va être un marché et des business très intéressants à suivre. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Messieurs d'être venus nous voir sur le plateau. Bravo pour vos solutions. On va les suivre évidemment avec beaucoup d'attention et on va continuer de rester un tout petit peu dans l'univers de l'innovation en matière d'optique. On va parler de sport avec Olivia. Horizon 2040 comme chaque week-end dans Smart Future pour aller plus loin sur notre sujet du jour avec Olivia Hieré-Dobré. Bonjour Olivia. Bonjour Julien. On va parler donc évidemment toujours d'optique. Là, on a vu l'application avec nos invités sur tout ce qui était santé, notamment sur tout ce qui était senior. Mais les lunettes connectées, elles veulent aussi révolutionner la pratique du sport. Et oui, un sport plus vivant et plus intense, enrichi par des données. Eh bien, c'est la promesse de ces lunettes qui affichent dans le coin de l'œil des informations comme la fréquence cardiaque, la vitesse ou encore la distance parcourue pendant que vous faites du VTT, par exemple. Objectif, eh bien, vous permettre de rester concentré sur votre parcours sans avoir à regarder le chrono.
Et elles sont 100% françaises, ces lunettes. C'est le fruit d'une collaboration entre Jules Beau, leader dans le domaine de la lunette solaire, et Microled, spécialiste du micro-affichage. Elles ont été développées et assemblées en France et elles coûtent 500 €, donc c'est cher. Et elles sont commercialisées depuis l'année dernière. Alors, elles ressemblent à quoi justement ces lunettes? Alors, elles ont des verres photochromiques, c'est-à-dire qui foncent ou s'éclaircissent selon l'intensité lumineuse et ainsi peuvent s'adapter à tout moment de la journée. Elles ont des branches malléables pour un réglage au plus près de la tête et puis aussi plusieurs aérations pour éviter l'apparition de buée. Enfin, elles sont ultra légères, 35 grammes, malgré tous ces capteurs internes qui permettent d'afficher les données en temps réel. Et donc justement, les fameuses données, comment ça marche? Eh bien, ça fonctionne grâce à l'affichage tête haute. C'est une technologie qui consiste à superposer des informations sur l'environnement extérieur au moyen d'un petit écran semi-transparent. Une fois qu'on les a enfilés, eh bien, il faut poser le doigt sur l'arête centrale pendant 5 secondes pour les allumer. On se croirait presque dans un film de super-héros. Puis, on les connecte via Bluetooth à une application mobile. Et là, un écran miniaturisé va alors projeter les informations dans le coin supérieur gauche du verre droit. Alors, c'est volontairement placé hors de l'axe principal pour ne pas gêner le champ de vision et un simple coup d'œil permet de voir l'information souhaitée. Et il faut préciser aussi que pour plus de confort, eh bien, l'affichage se fait à la demande. Par exemple, on peut faire défiler les données en passant la main devant, on va le voir à l'écran, voilà, comme ça, grâce à un capteur qui détecte les mouvements. Voilà. Alors, oui, effectivement, c'est presque la science-fiction, ça c'est clair. Alors bon, ça effectivement c'est un budget, c'est quand même presque made in France, c'est assez techno, mais la vraie question, en fait, c'est quoi l'avantage pour les sportifs? Eh bien, là où les trackers d'activités traditionnelles sous forme de bracelets, par exemple, obligent les sportifs à détourner le regard de la route, eh bien, ces lunettes leur permettent de rester focus sur leur objectif et ça leur donne aussi la possibilité d'agir sur le moment lors d'une compétition ou lors d'un entraînement pour améliorer leur performance. Et ils ont combien d'heures d'autonomie? 12 heures. 12 heures d'autonomie, donc c'est bon, on peut faire des longues sorties en VTT ou pour faire des longues courses, effectivement. Merci beaucoup, Olivia, d'être venue nous voir. Bon week-end, et puis évidemment la semaine prochaine dans Smart Future. Retrouvez Smart Money au cœur de Smart Future avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social. Smart Money, comme chaque week-end, avec David Derry. Bonjour David. Bonjour. Merci d'être avec nous. Analyse de marché chez eToro France. On parle investissement ESG parce que de plus en plus d'investisseurs, finalement, souhaitent donner du sens à leur épargne. Et donc, pour les professionnels de l'investissement, on vous favorisez de plus en plus cette approche ESG. On dit aussi ISR. C'est quoi la différence entre les deux d'ailleurs? Alors, c'est plus ou moins la même chose. ISR, on peut dire que c'est la traduction française pour ESG. Ouais. ISR, c'est investissement socialement responsable. Tout à fait. Et donc, ESG, ça tourne autour de 3 grandes thématiques, donc, qui est pour le E, toutes les questions d'environnement. Oui. Donc, par exemple, ça va être le changement climatique, la réduction des gaz à effet de serre ou ce genre de choses. Pour le social, ça va être donc le S, ça va être social. Et ça va être tout ce qui est réduction des inégalités, amélioration du bien-être des employés, de la sécurité des employés au travail ou la mixité aussi qui est dans les débats. Et ensuite, le G, c'est toutes les questions de gouvernance. Donc, par exemple, l'éthique, la transparence d'entreprise ou même ça peut aller dans des débats parfois de rémunération des cadres. En tout cas, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que l'ESG, c'est de plus en plus, les investissements ESG donc, sont de plus en plus tendance. Oui. Et c'est quelque chose qui va normalement progresser de plus en plus à l'avenir. Et justement, parmi tous les investissements, c'est quoi la taille de ce marché? Ça représente quoi finalement? Alors, c'est un marché assez énorme, l'ESG. Ouais. Aujourd'hui, on a environ, en 2021, on estime à peu près qu'il y a 35 000 milliards de dollars justement qui sont bloqués dans des fonds ou dans des actifs ESG. Et ça devrait monter encore plus, parce que ça devrait atteindre un tiers de tout l'argent sous gestion d'ici à 2025. D'accord. Donc, les analystes de Bloomberg, ils estiment que l'argent sous gestion mondiale en 2025, il sera de 140 500 milliards de dollars. D'accord. Et donc un tiers, ça représenterait à peu près 53 000 milliards de dollars investis justement dans des produits, dans des investissements ESG. On voit aujourd'hui que c'est dominé par l'Europe, donc c'est l'Europe qui domine cette catégorie, mais c'est en train de se développer dans de plus en plus de parties du monde. Par exemple, on estime que les États-Unis devraient être leaders dans cette catégorie à partir de 2022. D'accord. Et puis, par exemple, en Asie, il y a
le Japon qui fait aussi beaucoup d'efforts pour favoriser ce type d'investissement. Alors, c'est qui les acteurs vers qui on se tourne justement quand on veut aller sur ces ESG, sur cet ISR? Alors, le plus simple pour investir dans les investissements ISR, donc investissements socialement responsables, c'est d'investir dans un ETF. Aujourd'hui, il y a toutes les grandes sociétés de gestion ou les banques comme Vanguard, BNP Paribas ou BlackRock qui proposent justement des ETF, donc qui vont être alloués sur justement des sociétés qui respectent les critères d'investissement socialement responsable. Ou sinon, la deuxième solution, c'est d'investir directement dans des actions et d'investir dans les mêmes actions en fait que les fonds d'investissement. Hein. Donc là, par exemple, aux États-Unis, il y a des actions qui sont reconnues comme Autodesk, comme Tesla, comme Apple, Google ou ce genre de choses, qui ont vraiment une politique ESG tournée depuis des années et qui est vraiment... assez reconnue dans ce sens-là. Exactement. Il favorise ce genre d'investissement. Et donc, ensuite, en Europe, on a les pays scandinaves qui sont vraiment leaders dans cette catégorie. Et puis, on voit qu'il y a de plus en plus d'acteurs qui font des efforts. Hein. Par exemple, il y a Total récemment qui s'est renommé en Total Energy et qui, justement, fait de plus en plus d'efforts pour répondre aux critères ESG. Mais alors, ça, c'est comme dans n'importe quel investissement. Il y a un encadrement, il y a des règles, il y a une réglementation quand même. Exactement. D'ailleurs, une réglementation qui est plutôt favorable à ce type d'investissement. Hein. Par exemple, en France, avec la loi Pacte, à partir de 2022, tous les contrats d'assurance vie devront avoir au moins une unité de compte, justement, investie dans de l'investissement socialement responsable, donc que ce soit via des critères ISR, des critères de finance verte ou de finance solidaire. Et puis ensuite, on voit que l'État a créé justement plusieurs labels pour permettre aux particuliers et aux investisseurs de ne pas se faire avoir et de bien s'assurer que la démarche de l'entreprise, elle est honnête et elle s'engage dans des critères durables. Et donc pour ça, il y a plusieurs labels. Il y a par exemple le label Finansol ou le label Griffin en France et dans le monde qui permettent de s'assurer de l'investissement socialement responsable. Alors pour conclure en quelques secondes, finalement, on peut se dire quand même que ce n'est pas étonnant que dans les années qui arrivent, on va de plus en plus entendre parler de ça et peut-être même de plus en plus s'y mettre finalement. Ah oui, c'est pas étonnant, surtout que c'est favorisé, comme on vient de le voir, par les politiques. Et on voit aussi que les investisseurs, comme vous l'avez dit très bien au début, aujourd'hui, ils cherchent à donner du sens à leur épargne. Bien sûr. Donc tout ce qui est critères socialement responsables et environnemental, c'est quelque chose qu'ils ont à cœur. Et puis... on pense aussi que d'ici les prochaines années, hein, aujourd'hui, la plupart des ETF sont notamment constitués d'actions qui répondent aux critères ESG, mais on pense que ça peut se développer à plusieurs secteurs de la finance, hein, comme notamment le crédit. Donc on pourra avoir des crédits qui répondent aux critères ESG d'ici les prochaines années ou ce genre de choses, mais en tout cas, c'est encore un marché qui a de beaux jours devant lui. Et on va regarder ça avec évidemment attention chaque jour sur Bismart. Merci beaucoup David d'être venu nous voir ce week-end dans Smart Money, comme chaque week-end dans Smart Future. Retrouvez Smart Connect au cœur de Smart Future en partenariat avec Cdiscount. Rendre les marques performantes sur Amazon, c'est le défi que s'est lancé l'agence Bison et son fondateur est avec nous ce week-end dans Smart Future. Bonjour Guillaume Rigallo. Bonjour Julien. Merci d'être avec nous. Alors, je vais vous dire une chose, moi je suis étonné parce que j'entends dire depuis un moment que toutes les marques veulent fuir Amazon et vous avez créé une agence pour justement les aider à vendre. Alors, où est finalement, alors j'allais pas dire la vérité, mais... on nous disait que toutes les marques veulent fuir Amazon parce que pendant le confinement, ils ont gagné trop d'argent, ils ne payent pas leurs impôts en France. Pourquoi les marques continuent d'investir sur Amazon et de se mettre sur Amazon? Alors c'est une légende urbaine, ça, que les marques se désintéressent d'Amazon. Le point, c'est même pas le sujet des marques, c'est le sujet des consommateurs qui sont sur Amazon. Un Français sur deux va sur Amazon tous les mois, donc c'est important de le rappeler. Un Français sur deux, c'est plus de 30 millions de personnes différentes qui vont sur Amazon tous les mois. Oui, mais s'il n'y a pas de consommateurs, il n'y a pas de marque. Exactement. Voilà, mais ils vont sur Amazon d'abord parce qu'ils ont un assortiment de produits exceptionnel, et puis c'est aussi des habitudes de consommation qui sont là. Parce que business is business en fait. Exactement. Et puis on va sur Amazon pas pour faire plaisir à Jeff Bezos, on va sur Amazon parce qu'on a une qualité de service qui a priori rend les consommateurs satisfaits. Bon alors finalement, c'est quoi votre métier? C'est du e-commerce, c'est du marketing, c'est du SEO, c'est un peu tout ça à la fois? Exactement, c'est un peu tout ça à la fois. En fait, aller sur Amazon, ça peut paraître simple quand on est une marque. Mais en fait, pour toutes celles qui s'y frottent, si je puis m'exprimer ainsi, c'est assez complexe. Il y a beaucoup de choses à définir, il ne faut pas se tromper. Donc il faut vraiment bien définir la stratégie qu'on va mettre en place. Ensuite, opérer cette stratégie. Donc ça, c'est vraiment notre rôle. Nous, on va aider les marques à structurer déjà leur positionnement, à construire leur portefeuille produit et ensuite à
activer tout ça. On va vraiment piloter au jour le jour le compte de la marque sur Amazon. Alors oui, c'est le passage incontournable, mais qu'est-ce qu'il y a de si différent par rapport à une autre marketplace connue ou moins connue d'ailleurs? Parce qu'en fait, il y a déjà beaucoup plus de concurrence, donc il y a une forte audience, ça c'est le point positif, mais le point plus négatif, c'est qu'il y a une forte concurrence, c'est que les consommateurs sur Amazon sont très exigeants, oui. Ils sont très vigilants sur les notations, sur la qualité de service, donc pour une marque, ça implique aussi une structuration interne, il faut être capable d'opérer ça, parce que on peut aussi se planter si on respecte pas un peu les contraintes que nous impose aussi le monde actuel. Comment on rend aujourd'hui, j'allais dire, une marque performante sur Amazon? Si moi je lance ma marque de casquette, je dis ça au hasard, c'est l'été, je vais en vendre. Qu'est-ce que vous allez me dire on va essayer, on verra. Qu'est-ce que vous allez me dire de faire justement? Alors déjà, je vais voir. Amazon n'est pas forcément le premier canal à activer. Il faut déjà qu'il y ait un existant. Il faut être sûr qu'on est bien positionné pour activer ce canal. Il faut être sûr qu'on a du stock. Il faut vraiment avoir une identité de marque très costaud, si je puis dire. Il ne faut pas y aller la fleur au fusil entre guillemets. Exactement. Il faut aussi être capable de gérer l'hypercroissance, parce que ça arrive aussi sur Amazon. Hein. Moi, j'ai des clients qui n'avaient pas prévu de faire 200 ventes jour. Honnêtement, ils ont tenu 10 jours et ça fait partie. Alors, c'est des problèmes de riches, mais en tout cas, voilà, on n'y va pas exactement la fleur au bout du fusil. Et c'est aussi parce que finalement Amazon est une marque qui a un peu ses codes, ses usages, côté du coup consommateur. Ce que vous expliquez un petit peu tout à l'heure, en fait, il y a quand même effectivement un public qui est vigilant à beaucoup de points, notamment celui de la notation. Tout à fait. En fait, il faut vraiment comprendre, Jeff Bezos a vraiment réussi à inscrire ça dans l'ADN du groupe Amazon, c'est client first. Ça, pareil, c'est pas une légende urbaine, c'est vrai. C'est d'ailleurs pour ça que les gens sont aussi fidèles à l'écosystème Amazon. C'est parce qu'en fait, ils savent qu'ils sont, en tant que client, le client a toujours raison chez Amazon. Donc, quelles sont la contrepartie de ça vis-à-vis de tout l'écosystème dont fait partie, les agences, les fournisseurs, les transporteurs et les marques, c'est que le niveau est très haut. Ça implique une rigueur constante et très élevée. Donc, voilà, quand on y va, il faut aussi être prêt à tenir le rythme, quoi. Bien sûr. Bon, aujourd'hui, combien de clients, combien de chiffres d'affaires? C'est quoi un peu vos projets justement là dans les... Alors aujourd'hui, donc on a fêté nos 4 ans il y a 2 mois. Ça, 4 ans, voilà. Donc on est une jeune entreprise, mais on a dépassé les 50 collaborateurs la semaine dernière. En termes de chiffre d'affaires, on est autour de 5 millions d'euros. On fait x2 tous les ans. Donc cette année, on vise le 10. Et vos clients, c'est qui finalement? C'est des toutes petites marques comme moi avec ma marque de casquette, ou c'est des très gros annonceurs? Notre force, on est vraiment capable de s'adapter à tout type de client, peu importe sa taille et son niveau de maturité vis-à-vis du digital et vis-à-vis des marketplaces. Le cœur de notre clientèle, c'est vraiment des jolies PME françaises, des gens qu'on va trouver chez Auchan, chez Leclerc, etc., qui ont déjà mis un pied dans le digital ou alors un talon. Mais qui ont besoin d'être très accompagnés sur ce sujet. Exactement, Amazon. tout à fait, qui ont besoin de structurer, parce qu'il voit aussi que la concurrence est là. Alors la concurrence française, européenne, mais surtout la concurrence étrangère, et honnêtement, ils sont très bons, donc il faut vraiment aussi se mettre au niveau, parce que ça va vite, quoi. Et les places sont de plus en plus chères. Et en 3 secondes, mais vraiment 3 secondes, les projets de développement, c'est quoi? Les projets de développement, on a activé l'Amérique du Nord il y a quelques mois. Donc voilà, on aide les marques françaises à aller en Amérique du Nord. Et puis on prépare Q3, Q4. Là, c'est Noël, c'est maintenant qu'il faut se préparer parce qu'il faut vraiment anticiper à fond. Noël se prépare au mois de juillet dans le commerce, ça c'est sûr. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Guillaume Ringalo, fondateur de l'agence Bison, parce que ça rime avec Amazon. Exactement, voilà ce qu'on m'a expliqué. Merci d'être venu nous voir dans Smart Future ce week-end. Smart Future, deuxième partie. Merci d'être avec nous toujours sur Bismart. On va parler dans quelques instants donc d'autopartage, un service qui séduit de plus en plus les entreprises et les particuliers. Et on va se poser justement cette question, est-ce que finalement ces services, ils peuvent briser un petit peu le plafond de verre, devenir une tendance de fond en matière de mobilité? On verra ça dans quelques instants avec nos invités. Et puis on passera de la voiture au vélo. On parlera toujours d'autopartage, on parlera de vélo partage plus exactement, avec une start-up qui s'appelle Vélivélo et qui propose de la location longue durée de vélos partagés et de vélos électriques en plus. Merci d'être dans Smart Future. C'est parti pour la suite. Réinventons la mobilité de demain dans Smart City avec SEAT. On va donc parler d'autopartage parce que 44% des Français y ont déjà eu recours, principalement dans les grandes métropoles. Et vous allez voir que le service séduit de plus en plus pour sa flexibilité d'utilisation et pour ses accents aussi écologiques. Alors, est-ce que ces services, finalement, ils peuvent véritablement devenir une tendance de fond en matière de mobilité? Et puis, quels sont finalement les plafonds de verre à briser pour permettre à ce marché de progresser? Les réponses aujourd'hui avec Pascal Roux. Bonjour.
Bonjour. Vous êtes avec nous par les joies de la visio, président de Mobility Tech Green, un fournisseur de solutions de mobilité en autopartage. Merci d'être là et nous sommes en plateau avec Jean-Christophe Gianesini. Bonjour. Bonjour. Co-fondateur de Ecodef, conseil des organisations en matière justement de développement durable et donc aussi de mobilité. On y reviendra évidemment. On va, si vous le voulez bien, tous les deux commencer finalement par expliquer ou réexpliquer d'ailleurs peut-être ce que c'est que l'autopartage, parce qu'en fait, finalement, Jean-Christophe Gianesini, on distingue plusieurs usages. L'autopartage, c'est assez large finalement. Oui, tout à fait. Vous avez des usages qui ont été plutôt à l'initiative de collectivités ou de territoires pour proposer des alternatives au transport en commun ou à la voiture individuelle thermique. Et puis, vous avez des initiatives plutôt également à l'échelle des organisations, des entreprises qui peuvent promouvoir ce type de service en alternative à la voiture de fonction. Et puis enfin, les usages entre particuliers qui fonctionnent très bien aujourd'hui et qui se développent majoritairement du coup pour proposer de la location entre particuliers. Aujourd'hui, c'est quoi, Pascal Roux, la photographie du marché de l'autopartage en France à l'instant précisément où on se parle? Nous, notre spécialité, c'est l'autopartage en entreprise, c'est-à-dire que l'idée pour nous, c'est de mutualiser les voitures qui se trouvent dans les parcs d'entreprise. D'une façon générale, on peut dire que les voitures sont utilisées de 1 à 2 heures par jour au maximum, que ce soit dans l'entreprise ou par les particuliers. Et l'idée, c'est de mutualiser ces voitures de façon à partager la ressource, de façon à ce qu'elles servent de plus en plus. Et justement, Jean-Christophe Gianesini, vous êtes d'accord avec ça? Aujourd'hui, ce sont des véhicules qui sont utilisés sur des temps finalement très courts quand on parle d'autopartage. Oui, c'est de la micro-location. Donc on est vraiment sur des durées de quelques heures maximum, en alternative notamment souvent à des taxis ou des VTC. Et j'étais assez étonné finalement que quasiment un Français sur deux ait déjà eu recours à ce type de service. C'est assez étonnant, non? Ça se développe quand même depuis des années. Ça fait depuis 2011 que l'autopartage se développe réellement, que ce soit en entreprise ou à l'échelle d'agglomération. On a entendu parler du service Autolib, bien sûr, de son succès comme de ses difficultés. Mais ça avait quand même séduit. Exactement, ça avait quand même séduit, je crois, 50 000 personnes à l'époque en Ile-de-France. Mais alors justement, Pascal Roux, ces questions d'autopartage, est-ce que c'est quand même pas aujourd'hui un truc d'urbain? 44% des Français, oui, mais 44% des Français qui habitent dans des grandes métropoles, dans des grandes villes. Alors, c'est sûrement vrai à l'usage de la voiture partagée pour le particulier. C'est un peu moins vrai pour les entreprises dans la mesure où si je prends l'exemple d'un de nos plus gros clients, on est réparti sur 800 parkings, 800 endroits où on peut prendre une voiture en autopartage sur le territoire national et dans les dom-toms. Et donc, ça veut dire que toutes les géographies, tous les sites géographiques peuvent être touchés par ce principe de déplacement, de mobilité. Mais ça, c'est vrai peut-être sur le marché des entreprises, justement. Est-ce que sur le marché des particuliers, ça se vérifie? Est-ce que c'est quand même pas un peu compliqué quand on est un particulier, en l'occurrence, et qu'on habite dans un territoire plus reculé, dans une campagne, par exemple, d'avoir accès à un service d'autopartage? Alors, bien évidemment, toutes les expérimentations qui ont été faites jusqu'à présent se basent sur les très grandes villes. En revanche, on commence à voir de plus en plus dans des territoires un peu reculés, dans des départements qui ne sont pas concernés par des grandes métropoles, de plus en plus d'initiatives collectives de véhicules d'autopartage à destination des particuliers qui sont organisées par les communes, qui sont plus ou moins importantes. D'ailleurs, on a par exemple en Bretagne des communes de 10 000 habitants qui commencent à proposer des solutions d'autopartage. Aujourd'hui, Jean-Christophe Gianesini, qui est-ce qui utilise principalement ces services-là? Est-ce qu'on a, alors je ne sais pas, mais une typologie type ou un client type, entre guillemets, un utilisateur type? Pas réellement. Pour revenir sur votre précédente question, évidemment, en milieu urbain, il y a quand même beaucoup plus d'usages, ce qu'il faut qu'il y ait une réelle tension, que ce soit en termes de disponibilité d'espace de parking, de stationnement, d'alternatives à la voiture type transport en commun ou autre, pour pouvoir se permettre de se passer de son véhicule. Et donc, c'est beaucoup plus compliqué en milieu rural. Et donc, forcément, on est plus sur une typologie de profil type jeune, qui n'a pas forcément besoin ou envie d'avoir un véhicule personnel. Et on est clairement sur de l'économie d'usage plus que de propriété, au même titre que le covoiturage. Et on voit quand même aujourd'hui que ça séduit, même si c'est en train de changer, des populations quand même plutôt de jeunes dynamiques. Et pour quelle raison ces populations-là, elles vont sur ce service-là? C'est quoi les avantages connus du service finalement? C'est une forme de mobilité alternative. Et donc pour les gens qui souhaitent s'intégrer dans la multimodalité et ne pas forcément posséder de voiture, c'est clairement une alternative court terme extrêmement efficace. Pascal Roux, justement, on parlait des particuliers, mais du côté des entreprises aujourd'hui,
comment ça prend ce marché finalement? Comment vous percevez, comment vous regardez aujourd'hui les demandes des sociétés, des entreprises pour ces services-là pour leurs salariés? Alors, il y a deux éléments. Il y a les entreprises qui ont été un peu pionnières dans les 10 dernières années qui viennent de passer, et il y en a une importante qui est Orange, qui a un peu plus de 3500 voitures en autopartage aujourd'hui, ce qui en fait le leader européen de ce type de mobilité. Et puis, il y a depuis le 1er janvier la loi LOM et puis les plans de déplacement d'entreprise qui font qu'on parle beaucoup de déplacement domicile-travail, mais il y a aussi dans les plans de déplacement d'entreprise tout ce qui concerne le déplacement des salariés dans le cadre de leur activité. Et donc, l'autopartage devient une vraie réflexion pour faire en sorte qu'il y ait une meilleure utilisation des voitures et puis surtout des économies possibles sur la mutualisation de ces ressources. Et, quels avantages y voient les sociétés? C'est uniquement une question financière, si tant est d'ailleurs que ce soit un argument? C'est pas seulement une question financière, c'est aussi une question de RSE, par exemple, parce qu'on a beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui proposent à leurs salariés d'utiliser les voitures la journée pour leur déplacement professionnel et le soir et le week-end de les utiliser à titre personnel, contre rémunération ou pas, mais ce sont des solutions qui sont aujourd'hui au cœur de l'entreprise et au cœur de la société. Jean-Christophe Genesini, vous êtes d'accord avec ça? Aujourd'hui, les entreprises, elles ne font pas ça que pour des raisons purement économiques, disons? Oui, ça répond à une réelle attente des nouvelles générations. Vous avez aujourd'hui beaucoup de cadres qui se voient proposer une voiture de fonction encore dans le package de rémunération, qui n'en ont pas l'utilité et ni le besoin. Et du coup, les entreprises sont obligées d'adapter leur offre par rapport à ces catégories de population, et notamment de proposer des alternatives souvent qui sont des véhicules en autopartage quand on en a besoin, et potentiellement des compensations financières, ce qu'on appelle le cash or car dans les pays anglo-saxons. On a la possibilité d'avoir un avantage en nature de type financier à la place de son véhicule de fonction. À la place de son véhicule. Est-ce que c'est aussi, on va dire, une question de marque employeur, une question d'image écolo? Est-ce que ça fonctionne aussi, ça? Est-ce que c'est un bon argument? Alors, l'image écolo fonctionnera à partir du moment où l'usage est réellement réduit. Si vous parcourez le même nombre de kilomètres en véhicule autopartage et véhicule de fonction, c'est exactement pareil. Mais oui, ça a tendance, et ça, il y a beaucoup d'études qui le prouvent, à réduire l'usage. Oui. Bon, alors on va justement parler un petit peu de mobilité green, Pascal Roux, parce que justement, quand on parle d'entreprise, quand on parle de fournisseurs de solutions d'autopartage pour les entreprises, évidemment, vous répondez présent. Ça représente, vous, aujourd'hui, combien de clients, combien de véhicules en circulation? Alors, c'est un peu plus d'une centaine de clients et c'est un peu plus de 7000 véhicules. C'est 7200 véhicules aujourd'hui sur le territoire européen, puisqu'on est présent dans plusieurs pays d'Europe. Et vous le disiez effectivement tout à l'heure, il y a la loi LOM, la loi d'orientation des mobilités, qui régit et qui aussi oblige de plus en plus, qui met des cadres en tout cas sur les déplacements professionnels, aussi bien, vous le disiez, domicile-travail que interprofessionnel pendant sa journée. Est-ce que pour vous, j'allais dire, c'était un boost fondamental pour votre business? Est-ce que ça a accéléré un petit peu votre marché? Indéniablement, oui, ça a été un élément relativement important. Et je pense que le Covid a aussi été une difficulté pour développer notre activité, mais aussi un fabuleux accélérateur en sortie de Covid pour réfléchir à faire les choses autrement et à optimiser les ressources dont on dispose. Pour quelles raisons, justement ? Je n'ai pas entendu la question. Je disais, pour quelle raison, finalement, la Covid a été un boost aussi en termes de prise de conscience pour votre marché? Alors, je pense qu'il y a deux éléments. Il y a un élément économique qui fait que les entreprises se sont trouvées dans une situation difficile et si elles doivent se représenter demain, elles sont en train de chercher des solutions pour essayer de travailler autour de ça, donc essayer de dépenser moins d'argent ou d'avoir moins d'investissement. Et la deuxième chose, c'est le fait qu'il y a une prise de conscience sur les éléments qui font que la voiture n'est peut-être pas une nécessité absolue, et votre interlocuteur le disait sur les jeunes générations ne reflètent pas en fait ce qu'ils souhaitent dans le package salarial qu'ils peuvent avoir, et donc ce partage a été pris en compte d'un point de vue aussi écologique qu'économique. Alors justement, Jean-Christophe Genesini, on le disait, alors la loi LOM, donc la loi d'orientation des mobilités, alors qui prévoit 10% de véhicules à faible émission d'ici 2022 sur les parcs automobiles des entreprises, 50% d'ici 2030 pour les flottes de plus de 100 véhicules. Donc c'est quand même, non pas contraignant, mais ça met quand même un certain nombre de cadres, un certain nombre de réglementations. Est-ce qu'il fallait ça, est-ce qu'il fallait nécessairement, entre guillemets, en passer par là pour inciter les entreprises à accélérer sur ce sujet-là ?
Alors c'est une bonne question. La progression elle a été faite en 2 étapes. Il y a eu dans un premier temps la loi de transition énergétique pour la croissance verte en 2015 qui a été quand même le premier cadre au plan de mobilité pour obliger les entreprises considérées comme émettrices et générant beaucoup de trafic à l'échelle de leur territoire à intégrer les sujets de mobilité via le plan de mobilité employeur-entreprise. La LOM a changé un petit peu de prisme parce qu'elle a introduit ces sujets-là à l'intérieur du dialogue social. C'est-à-dire que maintenant, le volet QVT des négociations annuelles obligatoires à l'échelle d'une organisation doit obligatoirement intégrer les sujets de mobilité pour les structures de plus de 50 personnes ayant une représentation syndicale. Et donc forcément, ça prend plus de poids à partir du moment où c'est porté par la direction des ressources humaines dans le cadre des négociations, là où avant c'était beaucoup à l'échelle d'un site. Et donc, on voit que y a une voie qui est plus importante aujourd'hui. Et alors, concrètement, Pascal Roux, comment on met en place ce type de solution ? Moi, je suis chef d'entreprise, j'ai un besoin, je viens vous voir, qu'est-ce qui se passe ? Comment je fais ? Alors, on regarde la qualité de vos déplacements, on regarde comment vous les faites, qui sont les utilisateurs des véhicules, on essaye de comprendre un peu comment se passe la mobilité dans votre entreprise, et en fonction des éléments qu'on va recueillir, on va pouvoir vous donner une indication pour savoir combien de voitures on peut mettre en autopartage et quelles sont les populations dans votre entreprise qui peuvent se déplacer de cette façon-là. Et est-ce que c'est nécessairement des véhicules électriques d'ailleurs ? Non, ce n'est pas nécessairement des véhicules électriques. Si je vous donne un état de notre flotte aujourd'hui que l'on gère pour l'ensemble de nos clients, sur 7200 véhicules, on doit avoir à peu près 15% de véhicules électriques. Alors, vous parliez de contraintes tout à l'heure par rapport à la loi LOM. Bien évidemment, il y aura de plus en plus de véhicules électriques dans les parcs automobiles. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il y a une vraie prise de conscience de la ressource, qu'elle soit électrique ou thermique. Mais il y a une question de la ressource, mais est-ce que ça veut dire pour autant que les entreprises vont devoir ou ont intérêt ou vont vouloir finalement aussi aller sur ce type d'énergie pour les déplacements de leurs salariés ? Alors, un intérêt, oui, sûrement. Une obligation, quasi certainement, puisqu'on n'a pas le choix d'avoir des voitures propres. Alors, quand on dit voiture propre, ça va être hybride pendant un temps, si on considère que la voiture hybride fait partie des voitures propres, mais ça va être hybride pendant un temps, et après, on passera directement à l'électrique. Et on peut imaginer demain, comme les constructeurs nous ont annoncé que 100% de leur fabrication, si je prends Renault, PSA ou Volkswagen, ont annoncé qu'en 2035, ils n'auraient plus un moteur thermique dans leur production. On va indéniablement vers cette voiture électrique. Ça coûte combien pour une entreprise, un véhicule en autopartage ? Alors, si on le ramène à l'utilisation au mois, on est aux alentours d'une 30aine d'euros. Avant négociation avec l'entreprise ? Oui. Évidemment. Jean-Christophe Gianesini, qu'est-ce qu'elle vous demande, finalement dans la même veine, mais qu'est-ce qu'elle vous demande, les entreprises qui viennent vous voir et qui ont des problématiques de cet ordre-là ? Pourquoi elles viennent vous voir finalement ? Elles viennent nous voir dans un premier temps pour avoir des données. C'est intéressant de pouvoir comparer, comprendre. Voilà, exactement, comprendre quels sont les besoins, savoir. Voilà, comme il le disait, quel type de véhicule, demain être capable de déployer un forfait mobilité durable, pour combien de collaborateurs, combien est-ce que ça va me coûter, quel est l'impact potentiel, quels vont être mes indicateurs potentiels de suivi, etc. Et donc être capable déjà de quantifier ça et d'objectiver en fait ces éléments-là peuvent servir de base aux négociations et peuvent permettre de suivre la démarche et de l'ancrer dans le temps. Et il existe des incitations fiscales justement pour les entreprises qui ont ce genre de comportement vertueux, entre guillemets ? Pas réellement. Il y en avait via la LTECV, la loi de transition énergétique pour la croissance verte, pour l'achat de flottes de vélos, sur lesquels il y avait des réductions sur l'IS. Mais sinon, c'est principalement des avantages pour promouvoir les modes alternatifs, au même titre que le forfait mobilité, où on a un montant, une assiette de déduction de charges sociales. Bon alors, de manière générale, que l'on parle des entreprises ou des particuliers, c'est quoi aujourd'hui encore les freins à lever finalement pour développer ce marché ? Est-ce qu'il y a encore quelques freins à lever, quelques plafonds de verre à briser justement pour que ça devienne de plus en plus populaire, parce qu'on a le sentiment qu'effectivement, on le disait en début de séquence, c'est quelque chose pour l'instant d'assez jeune, de plutôt urbain, même si quelques territoires, on va dire dans les campagnes, en province, commencent à s'y mettre. Mais est-ce qu'il y a encore quelques freins, quelques obstacles à lever ? Il faut que l'autopartage soit une brique d'un système de mobilité qui permette d'être aussi performant que la voiture. Le véritable enjeu, il est là. À titre personnel, j'ai fait le choix de ne plus avoir de voiture depuis maintenant 3 ans. J'avais à l'époque une borne Autolib juste en bas de chez moi. C'était une super alternative. Depuis la fin d'Autolib, il n'y a aucun système d'autopartage aussi performant qui soit proposé à l'échelle de la région Île-de-France, par exemple. Et donc, c'est un problème parce que sur certains types de déplacements, notamment les trajets banlieue-banlieue en général, on se retrouve sans réelle alternative. Donc après, on a évidemment les taxis, les VTC ou les transports en commun quand ils existent, relativement longs. Mais tant qu'on n'aura pas un maillage finalement d'offres de mobilité ultra complet, la voiture reste une alternative plus rapide.
Pascal Roux, vous êtes d'accord avec ça? C'est d'abord le premier frein, c'est une imbrication globale, une réflexion globale, un schéma global? C'est clair, c'est une évidence. D'abord, il y a deux autres choses qui sont relativement importantes. C'est la propriété, c'est-à-dire qu'en fait, on est quand même dans un pays propriétaire de sa voiture parce qu'on a des constructeurs automobiles. Et la deuxième chose, c'est la disponibilité des véhicules. Quand on parle d'autopartage, on se rend compte en entreprise notamment que les collaborateurs nous disent « moi, je veux avoir une voiture quand j'en ai besoin ». Et on s'aperçoit que les systèmes d'information qu'on met en place pour permettre de réserver les véhicules et d'optimiser la ressource, permettent d'avoir une voiture disponible quasiment quand on veut, mais ça c'est un vrai frein psychologique pour la personne en se disant et si je n'avais pas de voiture au moment où j'en ai besoin. Et est-ce que vous avez le sentiment l'un et l'autre, c'est un peu la question lobbying, que le pouvoir public en fait assez justement? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire, Pascal Roux? Ouais, ils en font jamais assez parce que je pense qu'on avait prévu nous un développement qui soit beaucoup plus important que ça, mais les pouvoirs publics n'en font jamais assez. Mais je pense qu'il faudrait travailler sur cette politique globale, ce que disait votre intervenant, cette politique globale de mobilité, de façon à ce que tous les éléments que sont le covoiturage, l'autopartage, les déplacements en vélo, etc., soient imbriqués dans un vrai plan de mobilité qui nous permette d'être complémentaires et non pas concurrents. Jean-Christophe Janesi est d'accord avec ça? Le pouvoir public en fait jamais assez? Il faut davantage d'incitation? Oui, c'est sûr, il faudra aller beaucoup plus vite. On voit que les choses évoluent, mais le sujet autopartage faisait partie des discussions déjà du Grenelle 1 à l'époque, puis ensuite du Grenelle 2 via le label autopartage qui avait été conçu à l'époque. C'est pas ce qui a permis le développement de la pratique. Et en réalité, on voit que la mobilité partagée et l'autopartage, typiquement, au même titre que le covoiturage, a beaucoup évolué, bien sûr, mais pas suffisamment vite. Mais justement, alors ici il y a ce sujet-là, mais est-ce que dans le temps qui nous reste, très rapidement donc, est-ce que c'est pas aussi une question culturelle? On est en France, un pays qui aime l'automobile, qui aime la voiture, qui aime posséder une voiture. Est-ce que c'est pas ça d'abord le premier frein pour convertir et développer ce business-là? Très rapidement, Jean-Christophe. Évidemment, on a un pays qui est en partie latin et forcément, c'est avoir une belle voiture pour un homme, c'est un signe de réussite sociale. C'est pas une Rolex, mais c'est une voiture. Et du coup, forcément, quand on aura cet état d'esprit, ça va mettre du temps à changer les comportements. Bon, Pascal Roux, en un mot pour terminer, le mot de la fin, mais c'est quoi justement vos objectifs de croissance, de développement avec Mobility Tech Green? Mobility Tech Green. Alors c'est d'arriver à doubler le parc de véhicules, ce qui devrait se faire dans un laps de temps de 3 à 4 ans, parce que les entreprises ont vraiment pris le relais de notre développement pour pouvoir avancer. Et c'est surtout faire en sorte de continuer à progresser, de progresser sur le marché européen, parce que là, il y a aussi des pays qui sont un tout petit peu plus en avance que nous, même si la France est quand même un des pays phares, j'allais dire, dans le domaine de l'autopartage, en tout cas B2B, entre les entreprises. Bon, eh bien, merci beaucoup à vous deux d'être venus nous voir sur ce sujet-là. Et évidemment, ça fera l'occasion d'autres débats parce que c'est un sujet qui est passionnant et d'actualité, plus que jamais. Merci beaucoup à vous deux d'être venus nous voir aujourd'hui. Dans Smart Future, on passe de la voiture au vélo. Allez, place donc maintenant aux deux roues, toujours dans ces questions de mobilité. Bonjour Jamil Elgarty. Bonjour Julien. Merci d'être avec nous, cofondateur donc de Vélivélo. Merci. Avec plaisir, parce que c'est pareil, c'est un sujet qui est plus jamais que d'actualité. Vélo électrique notamment. Racontez-nous ce que vous proposez, ce que vous avez développé. Alors, chez Vélivélo, nous proposons une offre clé en main qui se compose donc d'un produit et d'un service. Oui. Le produit, c'est un vélo assistance électrique spécialement conçu pour répondre aux besoins de la livraison du dernier kilomètre. Et puis des services dédiés qui sont les assurances, la maintenance sur site, des interventions à la demande et surtout l'utilisation de nos outils digitaux que nous avons développés pour faire des demandes d'intervention, pour suivre les vélos, pour faire de la gestion opérationnelle. Et donc on s'adresse à qui? À tout à chacun. Moi j'ai besoin d'avoir un vélo électrique par exemple pour aller au boulot, je dis ça au hasard. Je peux prétendre, entre guillemets, à appeler Vélivélo et à faire appel à vos services? Alors tout à fait, on a une forte dimension à travailler d'abord avec les professionnels de la livraison. Oui. C'est le métier par lequel nous avons commencé, puisque nous sommes d'anciens professionnels nous-mêmes de la livraison. Oui. On est d'anciens restaurateurs en livraison de repas à domicile. Et donc c'est le premier marché que nous avons attaqué, mais effectivement nous avons quelques clients qui font des déplacements domicile-travail.
Parce que sur la partie, j'allais dire B2B, la partie de la livraison, entre guillemets, vous le disiez effectivement en introduction, mais aujourd'hui, le cœur du sujet, c'est la fameuse logistique du dernier kilomètre. Tout à fait. On n'a pas de problème pour faire 7500 km à un colis dans un cargo, mais par contre, le dernier kilomètre entre deux quartiers, entre deux rues, c'est le plus compliqué aujourd'hui. Ça reste très problématique. Vous avez des camions ou des camionnettes qui livrent 2-3 colis. Oui. C'est effectivement un problème. Il faut optimiser la livraison à tout prix. C'est plus que jamais le sujet. Et nous sommes là pour accompagner les professionnels de la livraison, leur proposer un outil adapté. Donc entre le tricycle, le vélo cargo et le vélo, vous avez un moyen de répondre et d'acheminer, si vous voulez, le bien jusqu'au dernier consommateur. Et sur ces 3 produits, sur ces 3 modèles, entre guillemets, avec sur vos 2 cibles, vos 2 clientèles, c'est combien d'utilisateurs aujourd'hui au total? Alors notre flotte se compose de plus de 1000 vélos. On a dépassé la barre des 1000 vélos tout récemment, avec des clients très divers qui font autant de la restauration rapide que de la distribution de colis ou des petites courses qui sont des nouveaux acteurs comme les dark stores. Et alors justement, vous l'expliquez, il y a donc la dimension aussi de service, la dimension digitale, la dimension de l'assistance. Qu'est-ce que ça comprend? Et puis surtout, l'autre question, c'est comment vous trouvez un modèle économique, comment vous arrivez à gagner de l'argent aujourd'hui sans, j'imagine, au moins pour les particuliers, afficher des prix de location, de LDD, parce que c'est une question de LDD finalement, plus que jamais, pas trop onéreux. Alors, nous avons commencé d'abord dans nos propres restaurants. Ça nous a permis d'éprouver le modèle et de voir les coûts sur place, ce qui nous a permis de travailler notre pricing. C'est ce qui fait qu'on a un modèle viable et qui tourne et qui est intéressant pour nos clients. On est d'anciens restaurateurs, on a fait, si vous voulez, pour schématiser, la proposition qu'on aurait aimé qu'on nous fasse quand nous étions également des professionnels de la livraison. Comment justement vous regardez un petit peu l'évolution de ce marché-là aujourd'hui? Vous dites donc 1000 utilisateurs aujourd'hui, principalement sur Paris, j'imagine? Alors, notre particularité, c'est qu'on a réussi à se développer aussi en province. D'accord. Bien entendu, 80% de notre marché est sur Paris, mais on a ouvert cette année Bordeaux, Lille, Lyon et on ouvre Marseille ce mois-ci. Alors, donc effectivement, Paris et les grandes villes. Tout à fait. C'est quoi vos objectifs et comment effectivement vous regardez l'évolution de ce marché-là? Parce que vous l'avez dit, vous n'étiez pas du tout du métier au départ, ou presque pas, vous étiez dans la restauration. Non, vraiment, pourquoi on va là-dessus d'ailleurs? On a créé Vélo pour répondre à un besoin terrain. On avait ce besoin chez nous en tant que restaurateur de livraison d'avoir le véhicule le plus adapté. C'est ça. Le vélo reste dans les villes à forte densité l'outil le plus rapide. On est tombé sur une étude qui démontre qu'on va à 18 km en moyenne à vélo versus 16 km un scooter et encore moins pour la voiture. Donc déjà, premier élément, véhicule efficace. On s'en est servi dans nos restaurants, ça a bien fonctionné. On s'est dit, proposons-le aux gens qui font le même métier que nous. Et voilà, ça nous a tellement passionnés qu'on a changé d'activité. Et c'est plutôt pour l'instant, plutôt successful. Justement, et on en parlait tout à l'heure sur la question de l'autopartage, est-ce que le prochain obstacle pour vous, le prochain frein à lever, c'est pas finalement que ça reste, et d'ailleurs vous l'avez très bien dit sans le vouloir, mais un truc d'urbain finalement. Paris, Lille, Lyon, Marseille. Est-ce qu'il y a un business, est-ce qu'il y a un marché dans des territoires d'agglomération et de communes plus petites? Alors, nous, comme c'est ce qu'on a expérimenté de notre côté, on est très cash avec nos clients. On sait que y a une multitude de véhicules et chaque véhicule a son utilité dans une zone donnée. Le vélo reste pertinent en zone urbaine, dans des circonférences d'un certain nombre de kilomètres. Si vous devez livrer des villes un peu plus rurales, là, je vous encouragerais à prendre un autre type de véhicule. Effectivement, ou peut-être pour des clientèles particulières éventuellement. Voilà. Alors, en 10 secondes, parce qu'il nous reste vraiment 10 secondes, est-ce que la Covid, ça a été aussi un accélérateur? On a dit, il y a beaucoup de Français qui se sont remis au vélo. Alors, très rapidement, ça a été génial en termes d'opportunités, parce que ça a ouvert les yeux aux gens sur le vélo. Par contre, ça a créé des pénuries. Et on n'arrive pas à répondre à la demande parce qu'il y a une pénurie de vélos, d'outillage et de matières premières. Un peu des problèmes de riches quand même. Simplement. C'est totalement des problèmes. Bon, et tant mieux pour vous. Merci beaucoup, Jamil Elgarty, d'être venu nous voir, donc cofondateur de Vélo. Merci de nous avoir suivis dans Smart Future. Vous retrouvez Thomas Hugues la semaine prochaine aux commandes de l'émission. Bien évidemment, à très bientôt sur Miss Smart. Belle journée. Ce programme vous a été présenté par SEAT.